Bonjour à tous, on va faire cet exercice sur le cycle de Stirling, donc c'est un cycle moteur. Dans cet exercice, on nous fournit le diagramme de Klépron, alors qu'habituellement on nous demande de le faire, mais là on nous demande de déduire des informations à partir de ce diagramme. Alors, ce cycle est composé de 2 isothermes et de 2 isochores. Donc comme chaque cycle, on revient à l'état initial qu'on a appelé A ici. Donc l'état final est le même que l'état initial. Dans la première question, on nous demande de déterminer la nature du cycle à partir du graphe. Donc, on va répondre à celle-ci. Donc, déjà, on va refaire le diagramme. Donc, le diagramme PV. L'état initial, c'est l'état A. On a une isotherme. Ensuite, donc, de A à B, c'est une transformation isotherme, comme ceci, avec le volume qui décroît. Ensuite, on a une transformation isochore, donc entre B et C, le volume constant. Puis, on a encore une autre transformation isotherme jusqu'à atteindre l'état D avant d'enchaîner avec une autre isochore jusqu'à revenir à A. Donc ça, c'est les étapes du cycle. On a 2 isothermes et 2 isochores. Donc voilà. Alors, donc la question, c'est quelle est la nature du cycle? Comment est-ce qu'on va savoir c'est quoi la nature du cycle? On va regarder le sens des flèches. Lorsque les flèches sont en sens horaire, ça signifie que le cycle est moteur. Et quand les flèches sont en sens anti-horaire, ça signifie que le cycle est récepteur. Ici, on est dans le sens horaire, donc le cycle est récepteur. Pardon, le cycle est moteur, je veux dire. Le cycle est moteur car l'évolution est dans le sens horaire. Alors, qu'est-ce que ça signifie maintenant en termes d'équation? Le fait que le cycle est moteur. Le cycle est moteur, ça veut dire que le travail total W cycle est inférieur à 0. Je précise que W cycle, c'est le travail résultant. Qu'est-ce que ça veut dire le travail résultant? Ça veut dire la somme de tous les travaux de chaque étape. Donc, je ne parle pas seulement d'une seule des étapes ici, du travail d'une seule des étapes, mais je parle bien de la somme de tous. Donc, c'est W de AB plus WBC plus WCD plus WDA, parce que je rappelle qu'à la fin, on revient à l'état initial. Donc, ceci est le travail résultant. Et si on a ceci qui est négatif, alors c'est un cycle moteur. Si ceci est positif, c'est un cycle récepteur. Ici, à partir du sens des flèches, on a compris que c'était un cycle moteur. Donc, du coup, on en déduit que W est inférieur à 0. Maintenant, c'est quoi le sens physique derrière ça, derrière cette équation, si je la traduis en mots simples de tous les jours? Ça veut dire tout simplement que ce système, il va donner de l'énergie mécanique à l'environnement. Autrement dit, par exemple, si on prend l'exemple d'une voiture, vous avez un moteur à l'intérieur, et bien ce moteur, il va fournir de l'énergie mécanique, autrement dit les roues qui tournent, donc les roues de voiture qui tournent, c'est ça en fait notre résultat final, c'est de l'énergie mécanique. Donc notre système qui est le moteur, lui par contre il a perdu l'énergie parce qu'il a fourni à l'extérieur. Donc il a fourni à l'environnement extérieur cette énergie pour que les roues puissent tourner. Et bien dans le référentiel du cycle, le travail est négatif parce que l'énergie mécanique sort du système. Par contre, dans le référentiel de l'opérateur extérieur, donc moi qui reçois l'énergie lorsque je suis à l'extérieur du système, donc le bénéfice pour l'opérateur extérieur, c'est le fait que les roues vont tourner. Et bien, dans ce référentiel-là, l'énergie mécanique est bien reçue. Donc, le travail est positif dans ce référentiel. Mais non, nous, on parle du référentiel du cycle, donc le travail est négatif. Donc, je vais écrire ça rapidement. Le système fournit de l'énergie mécanique à l'environnement extérieur.
Alors, avant d'entamer sur la prochaine question, je vais faire une remarque. Enfin, c'est pas posé ici la question, mais en général, c'est bon à savoir le fait que le travail dans le diagramme de Klépron est représenté par l'aire qui est en dessous de la courbe. Donc, par exemple, si on prend la transformation entre A et B, on a la courbe entre A et B, et bien l'aire qui est entre cette courbe et l'axe des abscisses, ça représente le travail de cette transformation-là. Donc ça, c'est W de AB, cette aire-là, tout ça. Un autre exemple, si je prends la transformation CD, cette fois-ci, je me réfère à la courbe CD. Je prends l'aire qui est entre la courbe de CD et l'axe des abscisses, donc c'est tout ça. D'accord? Ça, c'est WCD. Maintenant, si je considère la transformation BC, est-ce que j'ai de l'air en dessous de la courbe? Non, parce que c'est une droite verticale, donc il n'y a rien. L'air, c'est 2 dimensions. Là, j'ai en dessous de la droite, j'ai pas quelque chose en 2 dimensions, donc le travail est égal à 0 d'après le graphe. Est-ce que ça a un sens? Oui. Pourquoi? Parce que cette transformation BC, on a dit que c'est une transformation isochore, donc que le volume est constant, et automatiquement, pour les transformations isochores, le travail est égal à 0. Donc, c'est bien ce qu'on retrouve sur notre figure. Concernant la transformation dA, c'est exactement le même raisonnement, c'est aussi une transformation isochore. Donc maintenant, on va répondre à la question 2. Alors, donc pour la question suivante, donc on nous demandait de nous intéresser à la chaleur et le travail pour les transformations isochores. Donc, il s'agit de la transformation BC et la transformation DA. Donc, on va rafraîchir la page. Alors, donc, question 2. Donc, on voulait, si je me souviens bien de la question exacte, c'était démontrer le fait que la chaleur qui est récupérée par le système entre B et C est égale à la chaleur qui est perdue par le système entre D et A, ou l'inverse. En tout cas, c'était prouver que dans une des deux transformations, on a une quantité de chaleur qui est perdue et que cette même quantité de chaleur qu'on avait perdue est récupérée par le système pendant l'autre transformation. Donc en fait, ça revient à dire que les deux sont opposés. Elles ont la même norme, enfin la même valeur absolue, mais de signes différents. Démontrer que QDA, on peut mettre la flèche ou ne pas la mettre, hein, c'est pareil, c'est juste une histoire de notation. Mais il faut préciser les deux états. Hein. Et c'est toujours le premier, l'état initial de cette transformation-là. C'est toujours dans ce sens. Donc là, c'est D, l'état initial dans celle-ci. Parce qu'on parle bien de la dernière transformation isochore. Ensuite, on dit que c'est égal à moins Q de BC. Alors, donc pour faire ça, on va prouver, pour le prouver, on va calculer chacune des deux et on va voir que c'est la même chose à la différence du signe près. Donc, commençons par calculer la chaleur dA. Donc pour ceci, on va partir déjà du premier principe de la thermodynamique. Donc le premier principe de la thermo, nous dit que delta U égale W plus Q. Donc, comme on l'a dit, le travail pour une transformation isochore, c'est toujours égal à 0. Vous pouvez aller regarder l'autre vidéo où je parle de la transformation isochore pour comprendre les détails. Ensuite, donc, ça nous dit que delta U, c'est égal à Q. Et si on se réfère aux formules, donc, à savoir pour la transformation isochore, encore une fois,
Vous pouvez aller revoir les détails sur l'autre vidéo par rapport à ça. Donc, on peut écrire directement que la chaleur entre D et A, c'est égal à CV delta T. Delta T, c'est quoi? C'est la variation de température. Donc, c'est ici la température finale moins la température initiale de cette transformation. Donc, on a TA moins TD. Maintenant, si on se reporte à l'énoncé, on nous disait que TA, ça correspond à T2 et TD, ça correspond à T1. Ce sont les informations fournies par l'énoncé, donc il ne nous reste plus qu'à remplacer. Donc ça, c'est égal à CV, T2 moins T1. Or, on nous dit aussi que T1 est supérieur à T2. Donc, cette différence est négative. Donc, tout ça, c'est négatif. Donc, la chaleur entre D et A est négative. Ça veut dire qu'en réalité, pendant cette transformation, le système cède de l'énergie thermique à l'environnement. C'est ce que ça sous-entend. Voilà. Donc maintenant, on va calculer l'autre chaleur. Donc c'était BC, pardon. QBC. Donc on veut savoir qu'est-ce que c'est. On va faire exactement le même processus. Je rappelle qu'on est dans des cas isocœurs à chaque fois pour les deux. C'est pour ça que c'est la même chose. On est isocœur pour les deux processus. Donc du coup, c'est pareil. On va faire la même chose. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer. On va avoir QBC égale delta CV delta T. Donc, notre delta T dans ce cas de figure, ça va être température finale moins initiale. Donc, la finale, c'est TC. Et l'initiale, c'est TB. Donc, TC moins TB. Encore une fois, si on se reporte à l'énoncé, on peut remplacer. Donc, on nous dit que TC, c'était 1 et que TB, c'était 2. Donc, je vais remplacer. Ça me fait T1 moins T2. Et qu'est-ce que je remarque si je compare les deux équations? Eh bien, je peux remarquer que cette équation-là et que cette équation-là, donc ces deux équations, hein, j'ai mis en rouge, elles sont opposées. C'est les mêmes au signe près. Donc effectivement, je vérifie bien ce qu'on me demandait pour cette question, de prouver que les deux sont opposés, les deux chaleurs DA et BC. Donc c'est ce que je vais écrire. Ça, c'est bien égal à moins Q DA. Donc, c'est vérifié. Autre chose que je peux rajouter, c'est que cette valeur QBC, elle est négative. Pardon, elle est positive. D'accord, il y a bien le moins là. Donc, QBC, c'est positif. Ça sous-entend quoi? Ça sous-entend que pendant la transformation entre l'état B et l'état C, eh bien, le système reçoit de l'énergie thermique de l'environnement cette fois-ci. Voilà, donc ça, c'était pour la deuxième question. Maintenant, on va faire la question suivante. Alors, je fais juste la transition de la page. Donc, nouvelle page, voilà. Alors, donc maintenant, pour la question 3, il me semble, ou petit b. Donc, la prochaine question, on s'intéresse cette fois-ci aux transformations qui sont isothermes. Là, on s'était focalisé pour le cas isocœur. Donc, dans les deux cas de figure, on avait W égale à 0, donc on n'avait pas besoin de faire de calcul pour W. On a fait les calculs nécessaires pour la chaleur. Maintenant qu'on se place dans les deux transformations isothermes, il va falloir faire des calculs pour le travail, parce que le travail ne sera pas égal à 0 cette fois-ci. Donc, ça va nous faire, pour calcul, bon, déjà, les étapes qu'on va considérer, donc on les indique, première étape. Donc, on a
les transformations isothermes. Donc, qui sont CD et AB. Alors, on va commencer par la transformation CD. Première étape, pour une transformation isotherme. Toujours, on a delta U qui est égal à 0. Delta U, c'est quoi? C'est la variation d'énergie interne. Il n'y a pas de variation de température. La température est directement rattachée à ce qui se passe d'un point de vue microscopique, donc les particules internes en termes de vibration, de rotation, de translation, etc. S'il n'y a pas de variation de température, qui est notre indicateur de ce qui se passe à cette échelle microscopique, eh bien, il n'y a pas de variation d'énergie interne. D'accord? Donc, c'est pour ça que delta U est toujours égal à 0 dans des transformations isothermes. Maintenant, on va utiliser la première loi de la thermo. Delta U égale W plus Q. Étant donné que delta U c'est égal à 0, eh bien, on peut déduire que W c'est égal à moins Q. Donc là, c'est simple, il suffit de calculer un des deux et on a tous les deux qui sont calculés. Alors, donc on va commencer par calculer le travail. WCD, c'est égal... Alors, pour ce faire, déjà, on va... je vais vous donner l'information générale. Le travail élémentaire, comme vous savez, c'est dW égale à moins PdV. P, c'est la pression, V, c'est le volume. Comment faire pour calculer le travail? On va prendre cette formule générale et on va l'intégrer dans un premier temps. Ça va nous faire intégrale entre l'état C et l'état D de moins PdV. Ce qui est intéressant ici, c'est que P, c'est la pression, elle n'est pas constante, vu qu'on est dans un cas isotherme. Donc, il va falloir l'exprimer en fonction du volume. Pourquoi? Parce que notre variable d'intégration, c'est le volume, vu qu'on a dV. Donc, pour exprimer P en fonction de V, on va utiliser la loi des gaz parfaits. La loi des gaz parfaits nous dit que PV égale nRT, donc que P est égal nRT sur V. Ce que je fais, c'est que je prends cette expression et je la remplace ici. Donc, je continue ensuite à écrire l'expression du travail. Ça me fait intégrale de moins nRT sur V dV entre l'état C et l'état D. Concernant les bornes, donc au départ, j'ai précisé l'état C et l'état D. Maintenant, étant donné que je connais en fait la variable d'intégration, c'est le volume, je peux tout simplement directement remplacer. Donc, j'écris VC et VD ici. Donc, du coup, j'ai directement les variables et je peux remplacer tout de suite. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais identifier les constantes. N, c'est une constante, R, c'est une constante, et T, c'est aussi une constante, parce qu'on est dans le cas isotherme. Donc, je suis capable ici, j'ai le droit, je veux dire, de prendre tout ça et de le sortir de l'intégrale. Donc, ça va me faire moins nRT intégrale entre mes deux bornes de 1 sur V dV. Donc maintenant, je suis capable de faire cette intégration. Je connais la primitive de 1 sur x en maths, c'est ln de x. Donc voilà, je remplace avec v pas x et ça me fait ma primitive. Donc moins nRT primitive de ln de v entre mes deux bornes d'intégration. Alors donc ce qui est intéressant à savoir, c'est que en fait les bornes d'intégration nous sont données parce que dans l'énoncé, on nous dit que VC, c'est égal à V1 et que VD, c'est égal à V2. Donc, je vais remplacer ici VC par V1 et VD par V2 parce que dans l'énoncé, c'est ce qu'on nous dit. Et donc, je fais le calcul, ça me fait moins nRT ln de V2
moins, donc tout ça entre parenthèses, ln de V1. Et donc, je vais utiliser la loi mathématique qui nous dit que la différence de 2 ln, en fait, c'est égal au rapport des deux. Autrement dit, je vais l'écrire pour faire plus simple. Donc, la loi mathématique que je vais utiliser, c'est celle-là. Si on a ln de A moins ln de B, ça, c'est égal à ln de A sur B. Voilà, donc là, je vais utiliser ça. Je vais aussi utiliser une autre loi mathématique que je vais vous présenter par la suite. Alors, donc, juste je fais la transition de la page. Bon, déjà, j'utilise la première loi que je viens de vous présenter. Donc là, ça me fait WCD qui est égal donc à moins NRT ln, donc le ratio V2 sur V1. Et maintenant, j'utilise la seconde loi mathématique. Donc c'est celle-là, l'autre que je vais utiliser. C'est le fait que ln moins ln de A sur B, c'est égal à ln de B sur A. Donc ça, je vais l'utiliser. Et ça va me faire WCD égale NRT ln de V2 de V1 sur V2. Voilà. Donc ça, c'est ce que j'obtiens pour le travail. Il faut savoir que ça, c'est inférieur à 0. Parce que en fait, V2 est supérieur à V1. D'après l'énoncé. Donc maintenant que j'ai le travail, j'ai aussi la chaleur. Parce que rappelez-vous, au début de la question, on avait dit que WCD est égal à moins QCD. Donc en fait, moins QCD, c'est juste l'opposé de ça. D'accord? Donc la chaleur, elle ici, par contre, si le travail est négatif, alors elle est positive, vu que c'est l'opposé. Donc autrement dit, ça veut dire que pendant cette étape, juste pendant cette étape de transformation, j'ai le travail qui est négatif et la chaleur qui est positive. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le système, à ce moment-là, donc entre C et D, il est en train de céder de l'énergie mécanique à l'environnement extérieur et en même temps, il récupère de l'énergie thermique de l'environnement extérieur. Donc ça, c'est ce que je vais écrire. Durant la transformation CD, le système cède de l'énergie mécanique à l'environnement extérieur et récupère de l'énergie thermique de l'environnement extérieur. Donc il y a vraiment un échange d'énergie qui se passe là. Voilà. Donc c'était pour la partie transformation CD. Maintenant, on va s'intéresser à la transformation AB. Donc pour la transformation AB, on est aussi dans le cas isotherme. Donc on va avoir exactement le même processus. Transformation maintenant AB. Donc isotherme encore. Donc cette fois-ci, on ne va pas refaire tous les calculs, on va juste remplacer parce que c'est exactement la même chose. Donc on avait dit qu'on va obtenir, parce que c'est isotherme, le travail WAB qui est égal à moins la chaleur QAB. Parce que c'est isotherme. Par définition, c'est comme ça. On l'a prouvé pourquoi il y a quelques minutes. Donc là, on l'utilise directement. Ensuite, donc on va dire que WAB, donc pareil, on va remplacer. Donc c'est égal, on avait dit à moins NRT
moins nRT ln de VB, pardon, donc c'est le final qui est en haut, divisé par l'initial. Donc VB sur VA, parce qu'on a encore le moins, j'ai pas enlevé le moins, donc il est encore là. Donc ça va nous faire, pour le coup, si on remplace par rapport à l'énoncé, moins nRT ln de V1 sur V2. Pourquoi? Parce que dans l'énoncé, on nous précise que VB c'est V1 et que VA c'est V2. Donc j'ai juste remplacé. Si j'enlève le moins, eh bien j'inverse le ratio dans le logarithme. Donc ça va me faire nRT ln de V2 sur V1. Et comme je sais que V2 est supérieur à V1, eh bien ça c'est positif. Car V2 est supérieur à V1. Donc ça marche. Maintenant pour la chaleur, QAB c'est égal à moins WAB. Donc la chaleur, elle est négative. Donc là, c'est le contraire de tout à l'heure, en fait, par rapport au signe. Cette fois-ci, on reçoit l'énergie mécanique de l'extérieur, entre A et B, et on cède l'énergie thermique vers l'extérieur. Donc là, c'est ce qui se passe. Le système reçoit ici de l'énergie mécanique. Et cède de l'énergie thermique. Ok, donc ça, c'est ce qui se passe pour ces deux transformations isothermes. Maintenant, on a fini cette question. La question suivante est intéressante. Elle est par rapport à ce qu'on appelle le rendement, donc le rendement état. Alors, je vais vous parler de ça tout de suite. Donc, je fais juste le transfert de l'image. Le rendement, c'est quelque chose qui se définit par rapport à la définition de votre machine thermique. Par définition, le rendement, c'est le bénéfice sur ce qui est payé, on va dire. On va dire ce qui est fourni. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Donc là, première chose importante, le rendement, lorsqu'on le définit, cette fois-ci, on le définit dans le référentiel de l'opérateur extérieur. C'est-à-dire, je ne pense pas par rapport au système, là, mais je pense par rapport à la personne qui est à l'extérieur du système et qui a conçu cette machine pour son bénéfice. Donc, par exemple, si vous construisez un frigo, c'est pour avoir un bénéfice qui est le froid à l'intérieur. Si vous construisez un moteur, donc supposons un ingénieur qui construit un moteur thermique, il va vouloir avoir comme bénéfice le travail qui est fourni, donc les roues qui tournent à la fin. Eh bien ça, c'est quelque chose qui est par rapport à l'opérateur, celui qui est à l'extérieur du système. Donc le rendement, c'est par rapport à son bénéfice à lui. Donc lorsque j'écris bénéfice, je ne parle pas du bénéfice du système, mais du bénéfice de l'opérateur extérieur. Et ça dépend de la définition de votre machine. Par exemple, si on considère le frigo et la pompe à chaleur, c'est exactement le même mécanisme, donc c'est la même machine physique, on va dire. Par contre, le bénéfice est différent. Si vous prenez la pompe à chaleur, vous allez prendre le bénéfice, donc le côté chaud de la machine, alors que si vous allez prendre le frigo, vous allez prendre comme bénéfice le côté froid de la machine. Même si c'est le même mécanisme, vous aurez un rendement différent en fonction de la définition de votre objectif au moment de la conception de la machine. Donc c'est pour ça que le rendement, c'est vraiment important de comprendre ce que ça signifie. Ce n'est pas juste une équation comme ça, il faut comprendre de quoi est-ce qu'on parle quand on le définit. Donc ici, dans cet exercice, il s'agit du bénéfice d'un moteur. Donc, dans ce cas de figure,
il va falloir récupérer le travail comme bénéfice. Alors, donc, je vais vous montrer quelque chose avant de rentrer dans les détails des équations, quelque chose d'intéressant. Si on refait notre graphique de tout à l'heure, donc on a cette évolution. Sur ce graphique, on avait fait le calcul dans la question précédente des chaleurs et des travaux. On a fait attention à chaque fois, même si ce n'était pas demandé, de préciser le signe à chaque fois. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça? C'est intéressant parce que c'est ce qui va nous permettre de savoir qu'est-ce que moi, en tant qu'opérateur extérieur, je fournis au système et qu'est-ce que je reçois du système. Et ça va m'aider à définir qu'est-ce que je mets dans mon ratio pour état. État, c'est le rendement. Donc, on avait dit tout à l'heure que à ce moment-là, entre C et D, le système recevait de la chaleur de l'extérieur. Donc, on avait pu CD qui était positif dans le référentiel du système, d'accord? On avait dit que pendant cette transformation, le système cédait de l'énergie mécanique à l'extérieur, donc WCD était négatif, toujours dans le référentiel du système. Pour la transformation AB, on avait dit que le travail était positif et que la chaleur était négative. Donc le système cédait l'énergie thermique à l'environnement. Donc ça va nous aider pour la définition de notre équation. Pourquoi? Parce que là, maintenant, je vais essayer de décrire c'est quoi le bénéfice et c'est quoi ce qui est en dessous. Donc, le bénéfice, clairement, ça va être le travail du cycle. Pourquoi? Parce que, en fait, lorsque vous avez un moteur qui va fournir du travail, à la fin, ce que vous allez récupérer, ça va être tout ce que le cycle il vous a fourni, mais aussi il va falloir soustraire ce qu'il a récupéré. Donc, c'est important d'écrire tous les travaux qui sont impliqués. Ceux qui sont positifs, mais aussi ceux qui sont négatifs. Vous ne pouvez pas juste dire la machine m'a donné un travail qui était positif en oubliant la partie négative, parce qu'à un moment, le cycle l'avait repris. Donc, il faut vraiment faire la somme de tous pour savoir qu'est-ce qui reste à la fin. Donc, c'est pour ça qu'ici, on va mettre W du cycle. Je rappelle que W du cycle, c'est la somme de tous les travaux. Pourquoi est-ce que je mets la valeur absolue? Parce que nous, dans nos calculs, on était dans le référentiel du système et que on avait à la fin, vu que c'est un système moteur, on le sait avec le sens des flèches, un travail négatif. C'est ce qu'on veut, c'est l'objectif. Par contre, au moment de mettre le travail dans mon équation, il faudra mettre une valeur absolue parce que le rendement, lui, il est positif. Donc, c'est pour ça qu'on met la valeur absolue. Maintenant, on va s'intéresser à l'autre partie de l'équation. Ce qui est fourni par l'opérateur. Je précise ici, par l'opérateur. Pareil, ici, je précise bénéfice de l'opérateur. Alors, donc maintenant, pour cette partie de l'équation, c'est quoi? Qu'est-ce que j'ai fourni à mon système? Ce que j'ai fourni à mon système, c'est la combustion. Un moteur, dans une voiture, en fait, on lui fait une combustion au départ. Cette combustion va entraîner des changements de pression à l'intérieur du système et ces changements de pression vont impliquer le mouvement de piston et derrière, il y aura tout un mécanisme qui va faire tourner les roues à la fin. Donc, du coup, moi, ce que j'ai fourni au départ, vraiment l'initialisation de tout ça, c'était cet élément-là. Celui-ci, QCD. Donc, celui-ci que moi, j'ai donné à mon système, c'est ce qui a permis derrière d'avoir tout l'enchaînement et tout le cycle qui s'est passé. Donc, du coup, moi, le QCD, donc positif dans le référentiel du système, mais négatif dans le référentiel de l'opérateur, eh bien, c'est ce que moi, j'ai fourni. Donc, on va le prendre et on va le mettre ici. Donc, ça, c'est ce que j'ai fourni pour obtenir à la fin le résultat qui est le travail mécanique. Donc là, je n'ai pas besoin de mettre les valeurs absolues, on peut les mettre parce que vu qu'il est déjà positif, j'aurai juste à le recopier. Alors, donc maintenant, on va juste
une fois qu'on a déterminé cette équation, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est remplacer avec les résultats qu'on avait dans les questions suivantes. Donc, on avait W cible qui est égal à WAB plus WBC, WCD, WDA divisé par QCD. Alors, intéressant, donc on avait dit que B, C et DA, ce sont des transformations isochores et que le travail est nul pour les transformations isochores. Donc du coup, directement, je peux dire que ça, c'est 0. Tout ce qui me reste, c'est le travail entre A et B, le travail entre C et D, et faire du coup juste le remplacement avec le résultat que j'avais plus haut. Donc je remplace, ça me fait NRT2 ln2 V2 sur V1 moins NRT1 ln de V2 sur V1 le tout divisé par QCD que j'avais donc comme expression. NR. Je ne sais plus si on avait précisé les T1 et les T2 précédemment, mais bien sûr, c'est sous-entendu parce que quand on est isotherme, eh bien, c'était toujours la même température pendant ce moment de la transformation. ln de V2 sur V1. Voilà. Donc, du coup, c'est ça le résultat final, c'est ce que l'on obtient ici. Donc, c'est ça le rendement de cette machine thermique. Donc, voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. C'est un exercice assez complet parce que ça représente bien la machine thermique pour une machine moteur. Donc, c'est super intéressant de voir les détails de comment résoudre cet exercice.